Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne Victory Attitude, dans notre émission Démo 4 paroles. Alors nous sommes avec comme invité notre maire du Vauclin, le maire Georges Cléon, et accompagné de notre député Jean-Philippe Nilon. Bonjour. Donc tout d'abord, nous allons poser deux questions au maire du Vauclin. La question que je te poserai, pourquoi as-tu choisi Ensemble pour Pays? Parce que c'est l'évidence. C'est l'évidence. J'ai choisi le camp du rassemblement, le camp du renouvellement de la classe politique, le camp de l'apaisement, et puis le camp des femmes et des hommes qui veulent des pratiques nouvelles pour ce pays qui en a tant besoin. D'accord. Et tu aurais pu choisir un autre parti politique. Oui, mais Nilon Jean-Philippe, c'est un garçon que je connais depuis des années. On travaille ensemble au Conseil général de Martinique, avec bonheur d'ailleurs. Et puis, d'emmener ensemble deux batailles victorieuses dans le Sud, en 2015 et puis en 2017. Et je suis certain que ce sera la troisième bonne bataille victorieuse dans le Sud. Et en Martinique aussi. C'est ce qu'on espère. Et la deuxième question que je vais te poser, quels seront les avantages d'avoir un maire qui siège à la CTA? Je pense que c'est évident, en tout cas pour les Vauclinoises et Vauclinois, avoir leur maire comme défenseur, comme avocat à la CTM ne peut être que bénéfice. Qui d'autre que le maire peut mieux défendre les dossiers de la commune? Il faut surtout éviter que ce soit des gens qui viennent pour leur intérêt personnel, pour leur promotion ou alors pour freiner le travail du maire. Donc le bon choix, c'est bien sûr voter la liste Ensemble pour Pays Nous avec Jean-Philippe Nilor et bien sûr vos serviteurs. Merci beaucoup. Donc nous allons passer à Jean-Philippe Nilor. Jean-Philippe Nilor, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Bonjour à tous. Bonjour monsieur le maire, bonjour monsieur le député. Alors monsieur Nilor, je vais te poser quelques questions concernant le vieillissement de la population et l'exode des jeunes ailleurs. Quelles seraient tes propositions ou solutions afin de stopper l'exode des jeunes à l'étranger ou favoriser leur retour en Martinique? Oui. Alors, il faut bien rappeler, tout le monde parle d'exode des jeunes. La réalité, elle est bien là. Il y a un déclin de la population martiniquaise, notamment chez les jeunes. Beaucoup de jeunes partent, à peu près 4000 par an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 4000 jeunes que nous perdons par année en Martinique. C'est, à l'échelle de la France, c'est le taux de saignée, on peut dire, le plus important. Et ça devrait nous inquiéter. Et on devrait prendre en considération cette problématique-là de manière prioritaire. C'est la chose la plus importante à prendre en considération. Et pourquoi ils partent? Parce qu'ils ne trouvent pas de perspective pour vivre, pour s'installer, pour se loger, pour travailler au pays. Beaucoup partent, pas parce qu'ils ont un dégoût de la Martinique, pas parce qu'ils ne veulent pas vivre en Martinique, c'est parce qu'ils ne peuvent pas. Il n'y a pas de perspective réelle. Et c'est par rapport à ça que nous avons proposé, nous avons réfléchi longuement avec beaucoup de personnes, les forces vives, nous avons beaucoup parlé avec des jeunes. Et nous avons aujourd'hui dans notre projet toute une batterie d'actions qui consiste à redonner de l'attractivité à la Martinique. C'est parce que la Martinique n'est pas suffisamment attractive que ces jeunes partent. Donc, pour redonner de l'attractivité, il faut redonner de l'activité, il faut redonner de l'estime de soi à la Martinique. Parce que trop souvent, on croit que tout ce qui sort de l'extérieur est toujours meilleur, supérieur à nous, alors qu'on a un fort potentiel dans notre pays. Donc, plein de mesures, beaucoup de mesures qui vont dans ce sens-là. D'ailleurs, je dirais que tout notre projet va dans le sens de faire rayonner la Martinique. Et quand la Martinique va rayonner, qu'on va aider des jeunes à créer leurs entreprises, mais aider réellement, concrètement, pas en parole, et puis avec des dispositifs longs, et lorsque l'aide arrive trop tard, mais ces jeunes-là, des fois, ils sont déjà découragés, ils sont déjà partis.
Eh ben, nous, on a décidé de remobiliser l'ensemble du personnel, de créer un service spécialement dédié à la jeunesse et aux porteurs de projets des jeunes pour les accompagner réellement, efficacement, pour les aider dans la création d'entreprises. Mais il n'y a pas que ça. On doit aussi pouvoir aider tous ces jeunes à accéder à un emploi dans le privé, dans les entreprises. Mais aujourd'hui, bien souvent, il y a des offres d'emploi qui sont publiées à Paris, à Bordeaux ou ailleurs et qui ne sont même pas publiées en Martinique. Ça veut dire que nos jeunes Martiniquais n'ont aucune chance d'accéder à ces emplois-là. Et souvent, ce sont des emplois d'encadrement, de direction, des emplois importants. Et puis on se contente de nous donner, des fois, lorsqu'on nous donne des miettes, parce que même sur certains chantiers, on a vu ces dernières années où des Polonais, des Ukrainiens, je n'ai rien contre ces gens-là, mais lorsqu'on a ce taux de chômage dans notre pays, on ne peut pas encourager nos jeunes à partir et puis embaucher, lorsqu'il y a des gros marchés, embaucher des travailleurs étrangers qui viennent simplement pour travailler pour repartir. Donc nous allons mettre en place le principe de priorité martiniquaise à l'embauche. Travailler avec des entreprises qui vont dans cet état d'esprit-là, qui vont donner la priorité à accorder de manière prioritaire des emplois à des Martiniquais à compétences suffisantes. On dit bien à compétences suffisantes, ce n'est pas à compétences égales. À compétences suffisantes, ça veut dire si c'est BTS, eh bien, dès qu'on a un Martiniquais, une Martiniquaise qui possède le BTS en question, qui a le profil, eh bien, il doit être prioritaire pour cet emploi. Ça, c'est quelque chose de très important. En plus, par rapport aux emplois de cadre, nous avons ce projet de dynamiser un dispositif d'emploi privilégié pour les hauts profils, c'est-à-dire des cadres pour qu'on ait des jeunes Martiniquais qui soient à la tête aussi bien des administrations que des entreprises. Parce qu'il n'y en a pas suffisamment, on voit bien, lorsque les services de l'État, par exemple, se réunissent en Martinique, on voit bien qu'il n'y a pas de Martiniquais. Ça veut dire que tous les postes de direction sont occupés par des gens qui ne connaissent pas la réalité de la Martinique, qui ne sont pas appelés à vivre dans notre pays, et puis qui viennent, qui travaillent pendant 2, 3, 4 ans, et puis qui repartent. Dans les entreprises privées, c'est la même chose, le même phénomène. Plus on monte dans la hiérarchie, moins il y a de Martiniquais. Mais là, on a décidé de changer ça, et la collectivité va s'engager financièrement à aider les entreprises qui le souhaitent à payer le salaire de ces jeunes cadres de manière à les inciter à revenir au pays. On a organisé récemment notamment un webinaire sur l'émigration des Martiniquais. Nous avons des jeunes de très haut niveau, de grands talents dans tous les domaines, en France, au Canada, aux États-Unis, dans la Caraïbe, même en Nouvelle-Zélande, en Australie, des gens qui occupent des postes à forte responsabilité, on leur fait confiance en dehors de la Martinique, et lorsqu'ils reviennent en Martinique, on veut les payer au SMIC. Donc la collectivité va engager des budgets importants pour aider les entreprises à participer au financement de la rémunération de ces Martiniquais qui doivent revenir au pays pour redonner au pays ce qu'il lui a donné et puis pour servir d'exemple, de modèle, de réussite pour les générations qui viennent. D'accord, je vous remercie pour votre réponse. Deuxième question, ce sera au niveau touristique. Quels sont pour vous les éléments qui vont différencier la Martinique et qui permettront de booster l'économie du pays, surtout après la crise que nous venons de passer, donc avec le Covid? Oui, c'est vrai qu'avec la crise sanitaire, la première industrie à en pâtir, ça a été l'industrie touristique. Mais c'est l'occasion pour nous de rompre avec le modèle qu'on a utilisé jusqu'ici pour développer le tourisme. La Martinique n'a pas comme seule richesse les plages de sable blanc. Et c'est l'authenticité, c'est la culture que nous devons mettre en avant, c'est notre identité que nous devons mettre en avant pour nous différencier. Parce que les autres font la même chose, ils ont aussi de belles plages et ils ont des salaires plus bas, des coûts de production beaucoup plus bas, ce qui fait qu'un séjour et all-inclusive dans les pays de la Caraïbe revient parfois moins cher qu'un voyage sec en Martinique. Donc, on n'est pas compétitif sur les mêmes cibles. Il faut aller vers le tourisme identitaire, le tourisme culturel, le tourisme patrimonial. Et c'est de cette manière-là qu'on pourra mettre en avant notre culture
je prends par exemple les yoles, les gommiers. Ça, c'est des choses qu'on doit pouvoir mettre en avant pour créer des événements touristiques, pour créer des produits touristiques, pour constituer un marqueur de différenciation important par rapport à nos concurrents, notamment les pays de la Caraïbe. Et nous devons aussi bénéficier de notre appartenance, je dirais, au système français. Et à ce niveau, c'est plus sécurisant de venir dans un pays lorsque les conditions d'hospitalisation, de prise en charge en cas de problème sont là, sont bien présentes. Et c'est pourquoi, par ailleurs, nous insistons sur l'importance de doter la Martinique d'outils, d'établissements hospitaliers de haut niveau qui soignent décemment les gens, parce que c'est aussi un argument de l'attractivité touristique. Lorsque le touriste sait qu'il va venir ici et que s'il a un problème, il sera pris en charge, ça fait une grande différence avec d'autres pays. Et puis il y a des niches à développer, comme par exemple le sport santé et le sport santé tourisme. On est un pays de sportifs. On le sait, au Vauclin, on est d'un territoire où il y a eu de grands champions dans toutes les disciplines. Mais aussi, on est un pays qui est contaminé par la chlordécone, qui a été contaminé par le sucre, avec des taux de diabète, d'obésité. Aujourd'hui, on a des cancers qui battent les records. Plutôt que de se lamenter et tout le temps rester là, se plaindre, on s'est dit on peut faire d'une faiblesse une force. Et créer en Martinique une vraie filière de sport santé pour toutes ces personnes qui sont atteintes de ces pathologies. En premier lieu, les Martiniquaises et les Martiniquais, l'obésité, je vois même les majorettes sont en obésité. Les personnes qui sont victimes de diabète, de cancer, toutes ces maladies qui se multiplient de manière de plus en plus, chez des personnes de plus en plus jeunes, mais aujourd'hui, on peut développer la pratique sportive comme un médicament. Et ça a été prouvé par des recherches au plan international. La haute autorité de santé notamment a publié sur ça. La pratique sportive, lorsqu'elle est bien dosée pour ces personnes qui ont ces pathologies, ça permet d'augmenter les chances de guérison de 30%. Ça veut dire que c'est plus efficace que la chimio, que tous ces traitements médicamenteux. C'est pourquoi nous avons développé le concept de sporticament. Et donc la Martinique peut devenir demain un territoire d'excellence en matière de prise en charge des gens qui ont des problèmes de santé, qui pourraient venir faire des cures sport santé en Martinique. Voilà une cible à haute valeur ajoutée pour les personnes qui sont malades, mais aussi pour les personnes en situation de handicap et pour les seniors, parce qu'on a un pays qui vieillit. Donc, autant développer de fortes aptitudes, de fortes compétences, sortir les jeunes de la rue, parce qu'ils n'ont pas vocation à rester là, pour les former comme éducateurs sportifs, coachs sportifs, pour les seniors, développer une vraie montée en gamme des compétences martiniquaises et faire de la Martinique un territoire de référence et d'excellence pour que les gens se disent: je viens en Martinique, je sais que je serai pris en charge de manière optimale au niveau de mon activité, que je vais repartir mieux que lorsque je suis arrivé. Ça, c'est par exemple une cible innovante pour le développement du tourisme. Je vous remercie. Toujours une question pour vous. Est-ce que vous pouvez me parler de la politique environnementale et écologique? Alors, c'est forcément une dimension qui est très importante dans notre programme. On sait bien que l'un des partenaires, l'un des piliers de notre équipe, de notre ensemble, c'est Marcelin Nadeau. Et il suffit de voir ce qu'il a fait aux prêcheurs. Même les adversaires reconnaissent que le prêcheur a développé un certain nombre d'actions innovantes et qui portent des résultats en matière de préservation et de valorisation de l'environnement. Par exemple, ce qui a été fait aux pêcheurs, un exemple, c'est la création d'un espace complètement décarboné. Ça veut dire un espace où on n'utilise aucune énergie fossile, ni nucléaire, ni pétrole. Donc c'est une espèce d'espace sanctuarisé où tout fonctionne aux énergies alternatives. Et on voit que ça marche. Donc on peut, à partir de l'expérience pilote du prêcheur, on peut et on doit pouvoir développer sur l'ensemble du territoire martiniquais des espaces décarbonés de façon à ce que ces espaces s'élargissent de plus en plus. Et le rêve, c'est que dans 20-30 ans, la Martinique soit un territoire totalement décarboné. Et là, encore, c'est un argument touristique parce qu'on voit bien que ces notions de préservation de l'environnement, d'exemplarité au niveau du respect de l'environnement, ce sont des notions qui sont de plus en plus partagées à travers
travers le monde. Et ce sera encore une fois par notre adhésion et notre implication dans la haute valeur ajoutée écologique de la Martinique à travers cet engagement. C'est encore une fois un argument d'attractivité de la Martinique pour que les gens viennent voir comment les Martiniquais sont innovants au plan de la protection et de la valorisation de l'environnement. Merci. Si vous êtes élu, comment envisagez-vous l'évolution de votre mandat sur les 7 ans à venir? Vos premiers chantiers, quels seront-ils, les urgences, les prioritaires? Alors, j'ai omis de dire tout à l'heure, nous avons pris l'engagement de créer un conseil consultatif de la jeunesse. Parce que jusqu'ici, tous les politiques, tous les partis qui sont là, même ceux qui ne veulent pas laisser la place à la jeunesse, même ceux qui considèrent qu'après eux, il n'y a personne, c'est le déluge, que les nouvelles générations ne seront jamais à la hauteur, donc ils ne font pas confiance quelque part à la relève et à la jeunesse. Même eux disent, on va faire pour les jeunes. Nous, on veut faire avec les jeunes. Et les décisions des élus doivent être éclairées par le conseil consultatif qui existe déjà, le CESM, mais aussi par un conseil consultatif de la jeunesse et un conseil consultatif des aînés, des sages. C'est comme ça qu'on va s'assurer que l'ensemble de l'intelligence collective de Martinique sera prise en considération pour éclairer la position des élus. Parce que les élus ne sont pas forcément compétents dans tous les domaines. Et notre démarche s'inscrit dans l'humilité des élus. Ce n'est pas parce qu'on est élu qu'on devient du jour au lendemain un sachant, quelqu'un qui est omniscient, qui maîtrise tout dans tous les domaines. Parce que lorsqu'on a l'impression, on a le sentiment de maîtriser tout, finalement, on méprise les autres. Et nous, on s'inscrit véritablement, franchement, honnêtement, profondément dans cette démarche d'humilité, de modestie des élus. Oui, on a des compétences à assumer, mais pour assumer ces compétences, on fait appel au plus grand nombre. Et on doit s'appuyer en premier lieu. Et c'est pourquoi le premier chantier, c'est la remobilisation du personnel de la collectivité. Aujourd'hui, au sein de la CTM, il n'y a pas un organigramme digne de ce nom. Ça veut dire, l'organigramme, c'est c'est le schéma qui dit qui fait quoi. Mais ça n'existe pas réellement. Il y a des gens qui, depuis 3 ans, ne sont jamais venus au travail. Personne ne les a appelés. Ils continuent de percevoir leur salaire. Et je ne dis pas que ces gens-là ne viennent pas parce qu'ils sont des fainéants, mais c'est parce qu'ils ils subissent un mal-être au travail. Parce que lorsque tu n'es pas inscrit dans un organigramme et qu'on ne te demande pas ton avis sur quoi que ce soit, lorsque tes compétences ne sont pas utilisées, tu peux déprimer. Il y a des gens, beaucoup de personnes en burn-out par rapport à cette désorganisation. Mais il faut revoir ça, il faut remotiver ces personnes-là et faire de la collectivité vraiment le service public par excellence. C'est-à-dire que les gens soient heureux de venir au travail parce qu'ils sentent qu'ils servent à quelque chose, ils sont au service du peuple, au service des personnes âgées qui ont des besoins, qui doivent être financés, au service des personnes en difficulté, des personnes en situation de handicap, au service des entreprises, au service des associations, au service des jeunes. Mais voilà, moi je considère qu'il n'y a pas de plus beau travail que ça, que de travailler pour la collectivité martiniquaise. Mais donc, le premier chantier que nous aurons à mettre en œuvre, c'est véritablement celui de la remobilisation, remotivation du personnel pour placer la bonne personne à la bonne place et compter sur toutes les compétences. On ne peut pas chaque fois, et ce n'est pas seulement le cadre de cette dernière mandature, avant c'était déjà la même chose. Il y a des gens au placard parce qu'ils ne sont pas d'accord avec, ils n'ont pas voté pour le président qui est en place. Ça a toujours été comme ça. Il faut rompre avec ces pratiques-là. Les gens ont le droit de voter pour qui ils veulent. S'ils ont des compétences, ces compétences-là doivent être au service du peuple martiniquais. Donc vous tenez au plus près de la population. Absolument. Même pas au plus près, c'est dans la population. C'est pourquoi je réfute le terme. Beaucoup d'élus disent, ouais, comme il y a une mode, on dit on est des élus de proximité. Mais proximité, ça veut dire quoi? Proximité, ça veut dire qu'on est proche du peuple. Mais non, je ne suis pas proche du peuple, je suis dans le peuple.
Et quand je prends la parole, j'essaye de prendre la parole au nom de tous ceux que j'ai pris la peine, j'ai pris le temps d'écouter. Comme ça, ma voix est beaucoup plus pertinente. Je ne parle pas en mon nom, je parle au nom de tous ceux qui n'ont pas de voix, qui n'ont pas voix au chapitre et qui ont des choses à dire. Donc, on n'est pas proche, on doit être dans le peuple. L'élu doit rester dans le peuple. Je vous remercie. Quelles sont vos visions et méthodes de travail maintenant avec la ville du Vauclin? Ben, la ville du Vauclin, c'est quelque part, je dois dire, la ville d'origine de ma famille. C'est-à-dire, les Nilors, la souche, c'est le Vauclin. Donc, j'ai toujours entretenu un rapport particulier avec le Vauclin, vraiment. Et j'ai toujours beaucoup de plaisir à aller au Vauclin. Je ne vais pas citer les communes où je me sens le mieux en Martinique, parce que ça va peut-être faire des jaloux, mais vraiment le Vauclin en fait partie. J'y viens souvent et j'ai grand plaisir. Je suis très heureux de voir mon ami Georges Cléon avec son équipe, avec Jimmy Fao et les autres être aujourd'hui à la tête du Vauclin. Et je crois qu'il y a de quoi dynamiser le Vauclin. Moi, j'ai toujours été aussi très admiratif du travail qui a été fait de manière pionnière par les jeunes du Vauclin. Et l'association AJV, c'est parti de là, a beaucoup fait. Et moi, je les cite souvent en exemple. Lorsque je suis dans d'autres communes, je dis, mais prenez le modèle des jeunes du Vauclin. D'ailleurs, je pense qu'on devrait partir à partir de tout ce qui a été fait, des projets innovants qui ont été pris en charge par des jeunes vauclinois vraiment de manière extraordinaire, pour le portage de repas, pour la réalisation d'un film et toutes ces actions qui ont été faites. Je pense qu'il faudrait que ces jeunes du Vauclin passent de commune en commune pour remotiver beaucoup de jeunes qui sont découragés dans d'autres communes. Parce qu'il n'y a pas mieux qu'un jeune pour parler à un autre jeune. Donc je suis très fier du Vauclin. Je crois que le Vauclin a un beau potentiel de développement, de rayonnement. Avant, je suis Gic Vauclin. À présent, je oui, nous allons aller Vauclin, nous allons monter Vauclin, nous allons descendre Vauclin, puis c'est mon content. Et pas nous a fait Gic Vauclin, comme si Vauclin des Dobondier. Non, les choses changent. Et je suis très heureux que cette commune vraiment rayonne et soit appelée à rayonner encore davantage en Martinique. Alors, tout à l'heure, tu as parlé de course des yoles, tour des yoles et tout. Mais comment tu peux préserver le patrimoine martiniquais, et le valoriser aux yeux du monde, afin que tous ceux qui ne connaissent pas la Martinique puissent savoir que nous avons des choses intéressantes en Martinique? Ben, la première chose, si on veut valoriser notre patrimoine, il faut déjà qu'on apprenne à le connaître. On se rend compte que parfois les touristes connaissent mieux les vestiges de la Martinique que les Martiniquais eux-mêmes. Parce que nous, on ne nous a pas forcément appris à connaître notre pays. Les habitants du Sud ne connaissent pas toujours les traditions, les pratiques ou les sites qui sont exceptionnels du Nord et inversement. Donc, il faudrait que notre patrimoine naturel soit connu par le plus grand nombre de Martiniquais. Donc il y a un travail à faire au niveau de l'information, de l'éducation dès le plus jeune âge dans notre propre pays. Qu'on ne soit pas systématiquement tourné vers l'Europe, vers les États-Unis, vers l'Occident, mais qu'on apprenne déjà à se connaître. Et lorsqu'on se connaît et qu'on sait d'où on vient, à ce moment-là, on peut se projeter à travers le monde, mais là, on a des bases solides. Donc, déjà que les Martiniquais connaissent eux-mêmes leur propre culture. Mais la culture, ce n'est pas seulement des beaux endroits, c'est aussi l'histoire. Et l'enseignement de l'histoire doit être privilégié, de notre histoire, ça doit être privilégié dans notre pays. On ne peut pas apprendre vers Saint-Gétorix, Charlemagne, sans connaître des hommes et des femmes qui ont fait ce pays-là, grâce à qui nous sommes là aujourd'hui, grâce à qui nous sommes libres aujourd'hui. Nous pouvons discuter. On ne les connaît pas. On n'a que des statuts de personnes qui ne nous ressemblent pas. Et ça, il faut revenir là-dessus. Dans beaucoup de communes encore, on n'a que des noms de rues de personnes qui ne sont pas originaires de Martinique, des gens qui ne nous ressemblent pas, alors qu'on a des gens, et pas seulement en sport,
pas seulement en musique, mais dans tous les domaines des Martiniquais qui ont rayonné dans l'histoire et qui jusqu'à ce jour rayonnent dans l'histoire. Donc, nous réconcilier avec nous-mêmes, c'est une manière de nous apaiser. Et à ce moment-là, on saura sur quoi jouer, sur quoi insister, sur comment on va se vendre à l'extérieur. Et j'ai tout à l'heure cité quelques exemples à travers notre culture riche, notre gastronomie, notre patrimoine, nos traditions, les yoles, le gommier, notre carnaval, nos chantés Noël, mais aussi à travers notre histoire et notamment un certain nombre de personnages emblématiques de notre histoire qui ne sont pas suffisamment connus et qui mériteraient d'être des héros dans la tête de chaque petit Martiniquais. D'accord. Et j'ai une autre question. On voit qu'en Martinique, il y a beaucoup de violence, beaucoup de problèmes. On ne sait pas comment va devenir la Martinique dans 20 ans. Mais toi, comment vois-tu la Martinique dans 20 ans? Moi, je vois une Martinique apaisée. Enfin apaisée. On espère. Oui, mais ça ne va pas se faire d'un coup de baguette magique. Il faut que dès maintenant, on puisse développer des politiques publiques qui vont dans le sens de cet apaisement-là. Et cet apaisement-là, c'est tout ce que j'ai dit jusqu'à présent. C'est qu'on ait enfin confiance en nous-mêmes, qu'on se démontre à nous-mêmes qu'on est capable de réussir dans le domaine de la création d'entreprises, avec les nouvelles technologies. Moi, je vois dans 20 ans une Martinique connectée, parfaitement connectée au monde, mais avant tout connectée à elle-même. Une Martinique fière d'elle, une Martinique où on arrête de se battre pour des pécadilles, on arrête des cancans pour des choses qui n'en valent pas la peine. Une Martinique où on est fier de la réussite du voisin. Une Martinique où la dimension collective prend le dessus sur la dimension individualiste. Une Martinique où on ne sera plus à se déchirer pour des bêtises. Une Martinique enfin, où il fera bon vivre. Une Martinique où on aura permis à des générations de coexister, de cohabiter au lieu de s'affronter. Et c'est pourquoi, dès maintenant, il faut développer ce qu'on appelle l'habitat intergénérationnel. On a un problème, le vieillissement de la population. Parallèlement, on a un problème de jeunes qui n'arrivent pas à se loger, qui restent chez les parents, il y a plusieurs générations, 3-4 générations, parfois ça crée des conflits. On a aussi beaucoup de logements qui sont vacants. Et beaucoup de personnes âgées qui sont obligées de laisser leur logement pour aller payer très cher des EHPAD, très cher. Mais pourquoi ne pas faire ce qui marche ailleurs? On a bien étudié la question et l'habitat intergénérationnel, c'est aussi une piste très intéressante à développer. Une personne âgée qui vit avec un jeune. Et ça permet à la personne âgée de bénéficier de petits services du jeune qui va faire les courses et qui va lui rendre quelques petits services. Et ça permet à ce jeune-là de se loger et puis de bénéficier de la sagesse, de l'apprentissage, de la transmission de cette personne âgée. Pourquoi ça n'a jamais été tenté? En France, ça se fait. De plus en plus, on développe l'habitat intergénérationnel et même des résidences intergénérationnelles. Lorsqu'on construit des immeubles, lorsque les bailleurs sociaux construisent des immeubles, on voit qu'il n'y a pas cette notion d'intergénération qui est développée. Mais il faut qu'il y ait des logements pour les jeunes à côté de logements pour des personnes âgées. Il faut qu'il y ait des logements aussi qui soient conçus pour des jeunes qui cohabitent avec des aînés. Et là, véritablement, on sera dans la transmission, on sera dans l'apaisement. Je veux dire, je vois qu'en Martinique, tout se fait par clan. Les béquets se réunissent de leur côté. Les gens, en fonction de certaines catégories, se réunissent et il n'y a pas cet échange. Et cet échange doit se faire parce qu'il y a toujours un enrichissement mutuel lorsqu'on échange, lorsqu'on partage. Et j'imagine une Martinique avec tout ce qu'on aura développé, notamment en matière de préservation, de valorisation de l'environnement, des territoires d'excellence au niveau environnemental, au niveau du sport santé, au niveau du spiritourisme. Une Martinique vraiment qui soit fière d'elle et qui donne une excellente image à l'extérieur. Aujourd'hui, force est de constater que ce n'est pas encore le cas. Mais on n'a pas peur. On n'a pas peur. Nous n'avons pas peur du travail.
Il faut suer, il faut transpirer, il faut souffrir pour permettre à ce pays-là de prospérer, de rayonner. La Martinique vraiment mérite des hommes et des femmes politiques qui soient prêts à tout donner pour elle. Pas des gens qui viennent pour dire c'est moi qui fais, c'est moi qui donne, c'est moi qui distribue, mais des gens qui mettent l'humilité au centre et la Martinique en haut de tout. Et c'est pourquoi, je me permets, c'est une question que vous n'avez pas posée, je dis, moi je suis pour le drapeau rouge, vert, noir. Je suis pour qu'on ait ce drapeau-là. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué qu'en France, à l'Assemblée nationale par exemple, les députés s'invectivent, ils se haïssent, se disputent, ils s'injurient parfois. Et puis dès qu'il y a les premières notes de la Marseillaise, dès qu'on fait monter le drapeau bleu, blanc, rouge, tout le monde est apaisé. Pendant un moment, on oublie le querelle. Il y a ça qui est l'image de la France qui est au-dessus des gens et qui leur démontre qu'il y a quelque chose qui est au-dessus, qui est plus important, c'est la France. Mais on a besoin de ça en Martinique. On a besoin de symboles qui nous unifient, qui fédèrent au lieu de nous opposer. C'est pourquoi nous engageons à mettre en place un processus de validation, un processus démocratique de validation du drapeau. Un drapeau martiniquais. Moi, je préfère que ce soit le rouge, vert, noir parce que ça correspond aux couleurs emblématiques de la Martinique qui ont été portées dans des combats pour l'humanité. Pour qu'on reconnaisse que le Martiniquais, c'est un être humain. Ce drapeau est apparu en 1870 lors de l'insurrection du Sud qui a concerné aussi le Vauclin. C'est Vauclin, Saint-Esprit, Marin, Rivière-Pilote, Saint-Luce, Diamant. Toute cette zone-là, il y a des hommes et des femmes qui se sont dressés contre l'injustice, contre la profitation, contre la misère qu'on leur imposait, contre le fait qu'on niait leur qualité d'êtres humains. Et c'est eux les premiers qui ont brandi ces couleurs rouge, vert, noir. C'est pourquoi ces couleurs rouge, vert, noir, ce sont des couleurs de l'humanité, de l'apaisement. Ce n'est pas les couleurs de la violence. Et c'est pourquoi, en tant qu'adepte favorable au drapeau rouge, vert, noir, je n'ai aucune difficulté à condamner tous ceux qui, à mon sens, salissent le drapeau rouge, vert, noir par des actions extrêmement violentes qui ne portent rien, qui ne se font pas au profit de l'adoption de ces couleurs, de ce drapeau par l'ensemble de la population martiniquaise. On dirait qu'ils veulent plus faire peur du rouge, vert, noir, faire passer ces couleurs comme des couleurs de l'affrontement, de la violence, de la haine, alors que ce n'est pas le cas. Donc, nous engageons à mettre en place un dispositif. On va consulter, interroger la population martiniquaise. Elle va faire un choix. Et puis, ce drapeau-là, il doit pouvoir flotter sous le fronton de la CTM, sous le fronton de toutes les mairies de Martinique, à côté du drapeau bleu, blanc, rouge et à côté du drapeau européen. Comme ça se fait dans beaucoup de régions en France. Dans beaucoup de régions en France, ça ne pose pas de problème. Ils ont leur identité, ils ont leur drapeau. Et nous, pourquoi on veut nous dénier la possibilité d'avoir un drapeau, un emblème dans lequel tout Martiniquais pourra se reconnaître. Et ce sera déjà un grand pas vers cet apaisement. Même les béquets doivent pouvoir se dire, je suis martiniquais, donc je suis rouge, vert, noir. Et à ce moment-là, on aura fait un grand pas. Merci. Eh bien, merci à vous, Jean-Philippe Nivard, merci au maire du Vauclin d'avoir permis cette réalisation de cette émission. Et merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Donc, nous sommes sur notre chaîne Victory Attitude. N'oubliez pas de vous abonner, de partager. Et merci à vous et puis que le meilleur gagne. Et puis franchement, félicitations pour Victory Attitude. Moi, là encore, le Vauclin au top, vous innovez, vous êtes à la pointe et c'est un exemple à suivre. Et je suis très heureux de pouvoir venir ici aujourd'hui, découvrir les installations et puis vous porter vraiment surtout un gros encouragement moral. Si vous réussissez, il n'y a pas de raison que les autres ne réussissent pas. Merci. Donc, merci à vous tous et à la prochaine.